Voilà, voilà, je commence avec le prochain talk de Téperal. Je te laisse la scène. Merci, Pinebook. Là, tout le monde m'entend du coup? Vos sons, c'est bien? Normalement, je vous vois sur Twitch et sur IRC, si vous avez des questions, hésitez pas. Le bon vieux Bimard, oui, c'est ça, exactement. Je peux augmenter mon son si vous voulez aussi. Ouais, j'ai un peu augmenté mon son aussi, ça sera peut-être un peu mieux. OK. C'est bon? C'est bon? OK, bah, go. Du coup, voilà, moi, je vais faire une présentation sur, LoRa, le protocole, de communication, sans fil. J'ai un peu choisi, le titre «Une approche bottom-up» parce que ça claquait un peu comme ça comme titre, ça donnait bien. Mais, plus précisément aussi, je voulais un peu revenir en fait sur les couches du réseau parce qu'en fait quand c'est un sujet de mémoire, enfin, j'avais choisi l'année passée comme sujet de mémoire, de travailler avec Laura et c'est vrai que je m'étais retrouvé face, à des concepts que j'avais un peu oubliés de mon cours de réseau, que j'avais eu en BA3 et des choses comme ça et des nouveaux concepts à apprendre aussi, par rapport au réseau de communication, sans fil, que je trouve intéressant et je pense que c'est un bon sujet, à aborder un Smart Monday parce que c'est relativement simple, mais c'est toujours bon de les avoir en tête, quoi. Hem, j'ai j'ai un peu revu mes on va dire mon contenu à la baisse parce que je comptais, plus venir en détail sur, l'utilisation, comment, du coup utiliser LoRa en détail, au niveau du code. Mais, vu que la présentation était déjà un peu longue avec, tout le contenu, je me suis dit en fait, j'allais sûrement bâcler parce que j'allais devoir passer trop vite sur les concepts de programmation et que s'il faut, on peut revenir sur un format qui est peut-être plus adéquat, style, workshop ou une autre présentation qui abordera vraiment que ça, de manière assez précise, quoi. Bon, on passe directement avec l'introduction, du coup. Ce talk va parler, d'IoT. Je pense que c'est clair, les gens, qui ont déjà entendu Laura savent que c'est quelque chose qui s'inscrit vraiment, dans la thématique, on va dire, IoT. IoT, c'est vraiment un peu un buzzword qu'on entend un peu partout. On sait plus ou moins ce que ça veut dire. On a vite fait en tête, les frigos connectés qui fonctionnent pas trop bien, les ampoules LED IKEA qui changent de couleur, à l'aide d'une télécommande ou encore, d'autres trucs un peu plus, on va dire, plus ambitieux, style, des voitures connectées, hein, mais bon, ça c'est pour un futur beaucoup plus lointain ou encore, tout ce qui est, au niveau industriel pour, traquer notre supply chain ou des assets quand on dirige un entrepôt. Tout ça, en fait, pour dire que l'IoT, en fait, si on veut le résumer, d'une manière très simple, en fait, c'est un concept qui existe assez longtemps, pour tout ce qui est, programmation embarquée. En fait, on peut le réduire à, des systèmes embarqués qui sont connectés à internet. Ça peut être aussi bien de manière, sans fil, qu'avec une connexion filière, style Ethernet ou quelque chose comme ça. Ça peut être aussi bien, sur batterie qu'avec une connexion secteur. C'est un truc qui est très englobant, mais autour de ça, en fait, il va y avoir, en fait, toute une série de protocoles qui vont graviter et c'est plus ou moins ça, qui m'intéresse aujourd'hui, en fait. C'est toute cette constellation autour de l'IoT au niveau des protocoles de communication avec un focus, en fait, sur tous les protocoles de communication, sans fil. Il y a plusieurs familles. Il y a celle qu'on a l'habitude d'utiliser, hein, c'est celle, on va dire short range, tout ce qui est Bluetooth
Zigbee, Bluetooth Low Energy, c'est des choses qu'on a l'habitude d'utiliser pour des devices, on va dire, smart home, un peu comme ça. Donc, par exemple, je parlais des ampoules IKEA à LED qui changent de couleur. Bah, typiquement, en fait, elles seront basées sur le protocole Zigbee pour communiquer entre elles et directement avec notre smartphone, des choses comme ça. Il y a le Wi-Fi aussi qu'on connaît très bien qui est aussi utilisé dans l'IoT. Il y a des choses un peu plus qu'on va utiliser pour des devices qui bougent avec une portée entre 5 et 10 km. On va utiliser tout ce qui est connexion cellulaire, hein, que ce soit la 4G ou la 5G ou même parfois même en dessous, hein, la 3G encore utilisée pour ce genre de choses. Mais moi, en fait, la famille dont je veux parler, en fait, c'est les LPWAN, comme on appelle ça, donc qui veulent dire en fait Low Power Wide Area Network, ce qui est une famille en fait qui comprend justement LoRa, mais aussi d'autres concurrents qui sont NB-IoT et Sigfox, où on est sur des protocoles qui permettent de communiquer sur une distance entre 10 et parfois 100 km dans le meilleur des cas, qui ont une très basse consommation pour la transmission et la réception, mais qui, vu qu'il y a ces caractéristiques, en fait, qui sont très avantageuses, on se retrouve avec un débit qui est très faible. On est de l'ordre du kilobit par seconde, voire même en dessous dans le pire des cas, quoi. Du coup, la famille LPWAN en résumé, c'est des protocoles qui ont une longue portée, entre 7 et 15 km, à un très faible débit, en dessous du kilobit par seconde. Ils sont limités à une dizaine de messages par jour. Parfois, on peut aller plus haut, mais c'est pas le use case qui leur correspond. Une très basse consommation, donc les gens qui utilisent les LPWAN visent en fait à faire du hardware qui peut fonctionner sur plusieurs années de batterie. On va jusqu'à 10 ans pour des devices avec une simple pile CR2032, là, je pense que c'est ça le nom, je suis pas sûr. On a un prix faible. J'ai regardé par exemple sur AliExpress tout à l'heure le prix d'un module LoRa à l'unité. On est à 2,50 €, sans avoir des frais de SIM comme on pourrait avoir si on utilise les données cellulaires. Et en fait, la grosse caractéristique, en fait, c'est sa topologie, qui est une topologie en étoile. Comme on peut voir ici sur la droite, je ne sais pas si on voit mon pointeur. Dites-moi sur Twitch si vous savez. Ah, ça va, merci. Du coup, si par exemple on a ici trois nœuds qui émettent, on va dire par exemple c'est des senseurs qui vont mesurer, je sais pas, la pollution dans l'air ou des choses comme ça dans une ville. Tous ces senseurs en fait vont envoyer leur message directement à ce qu'on appelle une gateway, qui est un élément central, qui est connecté à un serveur centralisé auquel on peut venir accrocher, on va dire, nos applications qui vont récupérer les données de ces senseurs en faisant des queries sur ce serveur central à l'aide, on va dire, à l'aide d'une API ou parfois d'autres protocoles qui sont aussi utilisés pour ce genre de use case comme MQTT ou des choses comme ça. Pour revenir du coup à l'aspect un peu plus théorique, je pense que vous avez déjà vu ce genre de schéma en fait qui vous rappelle votre cours de réseau, hein, sûrement, qui est le modèle aussi en fait pour les stacks réseau. Moi ici je vais faire abstraction des 3 layers ici parce qu'en fait j'en parle pas trop et ce serait trop compliquer la chose pour rien. Et je vais surtout me focus en fait sur le data link layer et le layer physique. Donc le layer physique qui est en fait le médium de communication
sans fil, donc LoRa ici, et le Data Link Layer qui fait en fait un peu la jonction entre le Network Layer qui est en fait l'intégration avec internet. Donc par exemple, c'est là qu'on va retrouver des protocoles comme les adresses IP ou des choses comme ça, et notre layer physique. Tout ça, c'est simple, en théorie parce qu'on a l'impression que les choses sont bien segmentées, mais parmi tous les termes, en fait, que je vous ai racontés tout à l'heure, en fait, les choses se mélangent un peu, en fait. Et par exemple, j'ai parlé de Zigbee tout à l'heure. En fait, Zigbee, c'est un nom qui englobe presque tous les stacks du réseau, en fait, parce que Zigbee est fait pour fonctionner sur une norme qui est la norme 802.15.4 de IEEE, qui est une norme qui, elle aussi, est utilisée par d'autres protocoles. Ici, par exemple, Thread. Thread, c'est un protocole qui a été créé par Google, qui est utilisé sur tous les devices style Nest ou enfin tous les devices embedded qu'a développé Google. Et en fait, ces noms en fait englobent plusieurs stacks du réseau directement. C'est la même chose pour le Bluetooth. Si c'est quelque chose qui en fait qui va englober en fait toute une stack réseau très précise. Et quand on parle de LoRa, en fait, LoRa, on parle vraiment du layer physique, ou à la couche la plus basse. Et c'est pas à confondre avec LoRaWAN, qui est aussi un terme que vous avez peut-être déjà entendu, qui est quelque chose qui englobe les couches du dessus, en fait. On va d'abord du coup commencer, comme j'avais promis, une approche bottom-up. On va commencer par la couche la plus basse. On passera du coup à LoRaWAN pour avoir quelque chose de plus pour bien vous donner les bases, en fait, voilà, tout simplement. Du coup, comme j'ai dit, LoRa se retrouve à la couche la plus basse au niveau du layer physique. Quand on parle de communication, du layer physique et de communication sans fil, en fait, on se base sur des radiofréquences. Là, j'ai pris la charte d'allocation des radiofréquences aux États-Unis. Bon, j'ai pris les États-Unis parce que c'est apparemment les seuls qui font un beau tableau comme ça où on peut voir tous les radiofréquences, et c'est un peu impressionnant à montrer en présentation. Mais du coup, on a en fait les états ALU des radiofréquences qui vont de 0 kHz ici jusqu'à 30 GHz, comme on voit sur le tableau, et qui peuvent qui peuvent servir à des tas d'applications. Ça va du militaire au médical, ou à la communication, ou même tout simplement à pouvoir écouter la radio. La plupart de ces fréquences, en fait, sont privées, donc en tant que simple utilisateur, nous, on ne peut pas se connecter dessus et commencer à envoyer des données, parce que si on réussit à nous trouver, ben, on va recevoir une amende. Mais il y a certaines, en fait, plages de ces fréquences qui sont en fait libres et qui permettent à n'importe quel utilisateur de pouvoir transmettre des données dessus. C'est le cas par exemple pour la plage du Wi-Fi, 2.4 GHz, mais c'est aussi le cas pour la plage que va utiliser LoRa, qui est à 868 MHz en Europe. Et qui du coup, en fait, est un des avantages de LoRa, en fait, c'est que c'est complètement gratuit de pouvoir avoir un émetteur LoRa et de pouvoir transmettre sur cette plage. Et c'est pour ça qu'on paye notamment un abonnement pour utiliser des services comme la 4G et envoyer des données dessus. Mais du coup, en fait, LoRa, pour bien comprendre LoRa, ici, il faut comprendre comment on utilise ces radiofréquences pour transmettre de l'information en utilisant la radio. Il y a le cas le plus simple, qui est ce que vous connaissez tous, c'est la modulation pour des signaux analogiques. On prend par exemple la modulation de l'amplitude, qui est une modulation très simple, où si on a un signal analogique comme on voit ici, par exemple c'est une simple sinusoïdale, et qu'on veut moduler en fait cette fréquence spécifique, on va changer l'amplitude de la fréquence pour pouvoir se calquer en fait sur le signal analogique qu'on veut envoyer.
Le deuxième cas qu'on connaît tous, en fait, c'est la modulation de la fréquence, où suivant la ou suivant, hem, enfin, l'endroit de la sinusoïdale qu'on veut représenter, on va avoir une fréquence qui est plus élevée ou plus faible. Pour l'aura, en fait, ici, on parle de signaux qui sont, digitaux. Donc, comment est-ce qu'on fait pour transmettre de l'information numérique avec une radio? C'est là qu'on utilise des modulations qui sont dites digitales. Donc, si on a des signaux qui sont digitaux, comme on voit ici, heu, et qu'on veut représenter, du coup des bits, hein, tout simplement, on a plusieurs manières. On a la fréquence comme on avait utilisé, où on utilisera une fréquence, par exemple, qui sera plus élevée pour, représenter un créneau haut, ou une fréquence qui est, plus faible pour représenter un créneau de bas. Et en fait, le récepteur et l'émetteur vont se mettre d'accord sur un protocole qui dira en fait, combien de fois par seconde ils vont, mesurer la fréquence pour, savoir quelle information a été transmise. Du coup, qu'est-ce que l'aura en résumé? En fait, c'est une méthode de modulation qui est propriétaire. Ça a été créé par Semtech, à Grenoble en France. Il utilise la bande ISM, qui est une bande du coup libre à 868 MHz. Il a les propriétés d'avoir une longue distance de transmission et une basse consommation. Et il y a différents paramètres qui influencent, du coup cette communication, et c'est, ça que je vais parler maintenant. C'est, oui, bon là il y a un petit souci dans les slides. Hem, du coup en fait, quand j'ai expliqué en fait, que c'est utiliser une technique de modulation, propriétaire, on sait quelque chose sur cette technique, c'est que ça utilise en fait, une modulation basée sur des, chirp spread spectrum. C'est pas un mot facile à dire, mais en gros ce que ça veut dire, c'est que, chaque, X secondes, on va dire, ils vont envoyer en fait, un signal qui ressemble à ça, donc, à cette sinusoïdale. Il y a une sinusoïdale qui a un signal qui a une fréquence très faible au début et qui, augmente très rapidement. Si on regarde ça sur, un 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 spectrogramme ou quelque chose comme ça, on peut voir en fait ce type de, de représentation qui est typique. Donc je ne sais pas si vous voyez bien sur, les slides, mais on a ici, à l'horizontale, la fréquence. Comme vous voyez, la fréquence augmente avec le temps, et le temps ici, au niveau de la verticale, augmente, et on a ce type de représentation typique. Pour une communication LoRa, on aura, c'est typiquement le genre de choses qu'on peut voir en fait, si on observe une communication LoRa, avec un SDR ou quelque chose comme ça. Heu, chaque, chirp, donc chirp, cette espèce de sinusoïdale qui augmente en fréquence avec le temps, est modulée, est modulée d'une certaine manière pour transmettre de l'information. Comment elle est modulée exactement? Bah, ça on le sait pas, parce que c'est ça la propriété intellectuelle, du protocole. Mais du coup, il y a quelques propriétés en fait qu'on connaît par rapport à ce type de modulation. Et on sait qu'en fait qu'eux, chez Semtech, ils ont utilisé ce type de modulation pour ses propriétés physiques qui permettent en fait, de leur envoyer des signaux sur des distances très longues, en étant sujet à très peu d'interférences en fait. Le premier paramètre en fait de ce type de modulation, c'est la bande passante. Il y a 3 types de bandes passantes que LoRa peut utiliser, mais comme toujours en fait, chaque paramètre va apporter, son lot, de bénéfices, mais comme il va aussi apporter son lot de problèmes. Donc avoir une plus haute bande passante, bah, être sujet à plus de bruit, malgré le fait qu'on ait une plus longue portée, mais qu'on a aussi moins de débit. Le deuxième, paramètre très important avec LoRa, c'est, son spreading factor, comme on appelle. C'est, quelque chose qui est typique à LoRa en fait. Ça va représenter la longueur du coup de ces, chirps, comme j'avais présenté juste avant. Ça représente plusieurs choses. Ça représente le nombre de symboles qui sont encodés par chirp.
mais ça mais en fait, il y a aussi cette propriété physique, de LoRa qui fait que si on augmente, son spreading factor, on va pouvoir avoir une portée qui est plus longue et qui est beaucoup moins sujet à des, interférences. Il y a 2 choses à savoir aussi avec, les spreading factors. C'est que, plus on augmente, le spreading factor, plus on va avoir, une vitesse de communication qui est faible. Donc, si on utilise le spreading factor 7, qui est, le spreading factor le plus rapide souvent, c'est, on peut atteindre des débits de l'ordre, du kilobit par seconde, alors que, au spreading factor le plus élevé, qui est le spreading factor 12, on a un débit qui est de l'ordre du, 10 bits par seconde, des choses comme ça. Donc, on va avoir une consommation pour envoyer la même donnée, on va avoir une consommation qui est beaucoup plus élevée avec un spreading factor plus grand, mais on pourra atteindre aussi une, on pourra aussi atteindre des gateways qui seront situés beaucoup plus loin. Je vois qu'il y a une question, que voulez-vous dire par plus de bruit? En fait, plus de bruit, c'est que s'il y a d'autres transmetteurs qui utilisent la même bande, en fait, on aura plus de chances de capter les interférences des autres transmetteurs. Si, par exemple, on a d'autres devices LoRa qui sont occupés de transmettre à 125 kHz, pendant que nous, en fait, on transmet avec une bande passante de 500 kHz, on a 4 fois plus de chances de toucher en fait, la même fréquence que, celui qui transmet avec, la plus petite bande passante, quoi. Et aussi, en fait, une des caractéristiques des spreading factors, c'est que si on a 2 communications qui se passent au même moment, mais sur des spreading factors différents, on peut, la gateway va pouvoir décrypter les 2 communications sans souci, pour des raisons, en fait, physiques, quoi. Du coup, pour monter, au layer d'au-dessus, donc le LoRaWAN, il faut d'abord, rappeler l'organisation, des LPWAN, de manière générale et préciser, qu'en fait les gateways qui est ici, un peu l'interface entre, le réseau classique, qu'on a qu'on a l'habitude d'utiliser avec nos PC, où on peut faire des queries avec, des IP et cetera. On a cette gateway qui va, par exemple, se brancher directement, à un réseau, en ethernet. Ici, ça, c'est une photo d'une gateway typique et qui, en fait, a la spécificité d'écouter et de, pouvoir, recevoir les communications sur tous les channels, sur tous les spreading factors au même moment, sans que ça pose de soucis, en fait. Ça permet, en fait, d'avoir des tonnes de devices LoRa. Ils estiment qu'une gateway peut gérer jusqu'à 10 000 devices LoRa éparpillés un peu partout, sans que ça pose de soucis. Pour rappeler vite fait ce que le layer MAC en fait, c'est, comme j'avais dit, c'est vraiment l'interface entre la partie logicielle et la couche physique. Donc entre... Ouais, excusez-moi. Chaque device doit avoir au moins accès à une gateway. Oui, c'est ça en fait, Florentin. C'est si un device ne s'est pas envoyé à la gateway, bah, le message va se retrouver perdu et il n'y a pas de moyen built-in en fait dans LoRaWAN qui permet à d'autres devices de recevoir le message et de faire relais avec ça, même si du coup il y a ça en parle de plus en plus et il y a de la recherche qui se fait là-dessus pour l'intégrer, parce que si jamais on permet à des devices de devoir se réveiller pour potentiellement recevoir des messages et les relayer jusqu'à la gateway, eh ben, il y a des contraintes énergétiques où les devices vont pas passer la plupart de leur temps
à dormir, mais vont du coup aussi devoir, régulièrement se réveiller et écouter pour des potentiels, messages. Oui, c'est ça. Du coup, les gateways ont besoin d'avoir une bonne couverture en étant placés, sur des bâtiments, en hauteur pour, toucher le maximum de gens. Qui l'a fourni, ces gateways? On va en reparler, plus tard si tu veux, je répondrai vite fait à ça. Pour faire un résumé du coup, des protocoles MAC, on va essayer de faire un exercice de pensée, heu, on va essayer de faire vite fait un exercice et je vais vous laisser réfléchir sur quel est le moyen en fait le plus simple de s'interfacer avec la couche physique. En fait, ça c'est quelque chose, heu qui a été répondu dès qu'en fait on a voulu utiliser des protocoles de communication sans fil. Le moyen le plus simple, avec lesquels on est venu, comme idée en fait, c'est que dès qu'on avait un message à envoyer sur un nœud et ben, c'était de l'envoyer directement sur notre, sur notre médium physique en fait. Du coup, c'est très simple en théorie, c'est très simple à programmer parce que dès qu'il y a un message, ben, on l'envoie et on se soucie pas, des autres, occupants du réseau. Mais, si jamais il commence à y avoir beaucoup de trafic sur notre réseau, on va vite arriver à des collisions. C'est ce que j'ai voulu ici représenter avec ce petit graphique, c'est que chaque nœud va se réveiller avec un intervalle plus ou moins régulier et dès que 2 nœuds, vont choisir le même moment pour transmettre, bah, la gateway va pas savoir recevoir le message et l'information sera perdue. Ce qui, amène en fait au deuxième un peu, la deuxième utilité des protocoles MAC, c'est comment s'assurer de la réception du message et ça, c'est simple, c'est, en utilisant par exemple des paquets, on va dire, d'acknowledgement, hein, qui, pour, confirmer en fait, la réception du paquet. Donc si le nœud 1 envoie un message à la gateway va lui répondre en disant: «Bah, j'ai bien reçu ton message à tel moment» et cetera. Si les 2 nœuds choisissent d'envoyer au même moment, la gateway va pas pouvoir envoyer de signal de confirmation parce qu'en fait, il aura pas reçu la transmission. Une troisième utilité des protocoles MAC du coup, c'est, retransmettre, les paquets qui n'ont pas été transmis correctement. Ça, LoRaWAN, en fait, ce qu'il utilise, c'est que dès qu'il reçoit pas une confirmation, si 2 nœuds envoient un message au même moment, la gateway va pas renvoyer de message de confirmation et ils vont attendre un temps, random pour chaque nœud pour, renvoyer le même message et pour, du coup, en attente de se faire confirmer. Mais, tout ça, en fait, le problème, c'est que quand on a beaucoup de messages, qui sont envoyés, à la même fréquence et cetera. On se retrouve vite avec un réseau qui est congestionné, surtout la congestion est amplifiée parce qu'on n'arrête pas de renvoyer des messages sur le même channel, à chaque fois qu'on a une collision entre 2 nœuds et pour ça, pour éviter les collisions, en fait, on va utiliser plusieurs channels. Une des, caractéristiques de la gateway que j'avais expliqué, c'est que la gateway peut vraiment, hem écouter sur toutes les fréquences en même temps et recevoir le message sur chaque fréquence. Donc, chaque nœud peut décider de choisir aléatoirement une fréquence sur laquelle il veut transmettre et du coup éviter, la chance d'avoir une collision avec un autre nœud. Comme on voit ici, en fait, en Europe, on a 8 channels différents qui sont, on va dire, standards à utiliser avec, LoRaWAN. Donc ça réduit par 8 les chances d'avoir une collision sur ce nœud. Mais il y a la dernière question en fait, c'est comment étendre du coup la portée de notre protocole? Parce que comme je l'avais expliqué, différents spreading factors permettent d'augmenter la portée du réseau, mais réduisent drastiquement aussi sa durée de vie. C'est que dès qu'on n'arrive pas à envoyer sur un certain spreading factor, par défaut, on va choisir, celui qui est le plus rapide. Mais si, à partir d'un certain moment, on a beau renvoyer le message, il est jamais confirmé par le gateway parce qu'il le reçoit jamais en fait. On va, augmenter le spreading factor petit à petit jusqu'à avoir une confirmation de la gateway, bah, sinon on va se dire que le nœud est perdu et là il va juste, se tuer à envoyer des données,
en utilisant un spreading factor le plus élevé, dans l'espoir de trouver que la gateway réponde un jour, même si elle va potentiellement jamais reprendre vie parce qu'elle a été bougée, elle a été désactivée, ou juste il y a des obstacles qui sont mis entre la gateway et ce nœud. Pourquoi LoRaWAN a eu autant de succès en fait? C'est parce que l'implémentation de LoRaWAN est complètement open source. Donc le protocole MAC standard utilisé avec LoRa en fait est complètement open source. Et Semtech a donné les sources dès le départ. C'est ce qui est pas du tout l'approche qu'a utilisé en fait les concurrents comme Sigfox ou NB-IoT. Du coup, en fait, les choses cool, c'est qu'on peut. Désolé, j'ai mal entendu comment en étend la portée. Pouvez-vous répéter? Pour étendre la portée, en fait, c'est comme j'expliquais, c'est à l'aide d'un mécanisme qui est inclus dans le layer physique du protocole. C'est le spreading factor, qui est en fait l'étendue de chaque. Je vais remontrer là. En fait, le temps que met un chirp, donc cette espèce de sinuosidal à l'aspect très particulier, qui pour être transmis complètement, quoi. Et pourquoi en fait ça étend la portée? C'est pour des raisons physiques qui me dépassent un peu, mais le fait d'avoir que ça prenne plus de temps, en fait, ça fait qu'on est moins sujet à des interférences et que le récepteur peut plus facilement décrypter en fait les données. Mais ça me dépasse un peu. J'ai pas les réponses précises sur pourquoi un spreading factor plus élevé permet d'avoir une portée plus longue. Donc pour revenir à ce que je disais, voilà ici, du fait qu'en fait le protocole MAC soit complètement open source, en fait on peut créer son propre réseau privé, on peut créer son réseau privé aussi basé sur son propre protocole MAC qu'on va créer nous-mêmes. Et on peut en fait, c'est possible de créer son propre. Oui, c'est aussi possible d'utiliser en fait LoRa, le physical layer LoRa, de manière complètement indépendante de LoRaWAN. Pour répondre à Florentin et à ta question de tout à l'heure, en fait, qui fournit ces gateways? On a plusieurs possibilités. Soit tu utilises des abonnements à des réseaux privés qui vont plus ou moins déployer des gateways tout près d'antennes téléphoniques. Soit tu achètes ta propre gateway et tu peux la mettre en accès libre pour que chaque personne qui a envie de se connecter à ta gateway et d'envoyer des messages sur Internet puisse l'utiliser. Et pour ça, en fait, il y a il y a eu des sites comme The Things Network, qui est un site où les gens peuvent montrer qu'ils ont une gateway qui est en libre d'accès et sur lequel tu vas retrouver plein de gateways géolocalisés sur lequel tu vas pouvoir te connecter et tu vas pouvoir générer des clés pour transmettre l'information de manière sécurisée, quoi. Si on veut aller plus loin, du coup, avec LoRaWAN, c'est que pour le moment, en fait, on a beaucoup de limitations sur le downlink. Donc, LoRaWAN, c'est efficace pour envoyer de la donnée vers la gateway, mais l'IoT, c'est pas que des senseurs qui doivent envoyer de la donnée, c'est aussi parfois des actuateurs. Donc, si on veut envoyer de la donnée vers les devices de l'autre côté, ça manque de réactivité, en fait. Et il y a différentes classes pour LoRaWAN qui permettent plus ou moins de faire ça, mais c'est pas encore tip top. Moi, ce que je fais du coup pour mon travail, c'est que je développe du coup des réseaux multi-hop qui utilisent LoRa, qui se basent sur LoRa et qui s'intègrent avec du coup d'autres protocoles utilisés par des systèmes embarqués pour pouvoir communiquer
à des devices LoRa en utilisant de l'adressage IP sur les microcontrôleurs. Du coup, ça permet aussi d'avoir tous des protocoles de routing, donc permettre d'acheminer la donnée entre nœuds, mais aussi jusqu'à une gateway qui va pouvoir l'envoyer sur Internet et directement à notre PC, en fait. Du coup, de cette manière, en fait, on peut directement transmettre des messages vers notre end device et enclencher, par exemple, on va dire, si on veut ouvrir une porte, je sais pas, c'est vraiment un mauvais use case de LoRa, mais on pourrait envoyer depuis notre PC une requête en utilisant l'adresse IP du end device et lui demander d'ouvrir une porte ou quelque chose comme ça. Il y a aussi le développement que fait Semtech pour porter LoRa vers de nouvelles fréquences. Donc, il parle de mettre LoRa sur du 2.4 GHz pour avoir moins de soucis avec les règles qui sont en cours sur justement la fréquence de 868 MHz, où on ne peut pas envoyer autant de messages qu'on veut par jour. Il faut qu'on ait max 6 secondes de transmission par heure. Il y a aussi le développement de LoRaSat, qui est un protocole où ils veulent envoyer des mini-satellites avec lesquels on pourra communiquer en LoRa, et ça pourrait augmenter la portée de LoRa de manière assez grande. Mais bon, tout ça, je m'y intéresse pas trop encore pour le moment, donc je peux pas trop répondre aux questions dessus, mais c'est des choses à savoir qui sont en développement. Une autre chose qui est bien aussi, c'est que vu que ça utilise le 868 MHz, c'est qu'on peut regarder facilement la communication avec un SDR. Il y a eu des tentatives de reverse engineering du protocole qui sont disponibles en libre accès. Du coup, ça voudrait dire que potentiellement, on pourrait utiliser GNU Radio euh, pour directement réagir avec le flux de messages envoyés en LoRa. Ça pourrait être des choses à faire que j'ai pas encore fait, mais qui peuvent être fun de tester, quoi. Maintenant, je vais parler rapidement de Riot. Donc, Riot, c'est un système d'exploitation open source fait pour l'embarquer et plus spécifiquement pour l'IoT. Pourquoi Riot c'est bien pour l'IoT, c'est que ça, du coup, ça inclut pas mal de protocoles utilisés dans ce domaine, comme le CAN dont on va parler Titou dans la conférence juste après. Ils utilisent l'implémentation open source du Bluetooth Low Energy. Il y a aussi l'implémentation open source de LoRaWAN, mais aussi, ça peut être aussi utilisé avec des devices qui utilisent du Sigfox. Et il y a aussi des protocoles de communication pour les couches plus élevées, du coup, comme Cyclopan, dont j'ai parlé, pour pouvoir faire de l'adressage IPv6 sur des nœuds, sur des petits systèmes embarqués, ou Thread, le protocole de Google, pour faire du routing qui est du coup le protocole utilisé par Nest et tout ça. Ça utilise un scheduler qui est dit tickless, donc par défaut, on aura une très basse consommation sur les programmes qu'on va développer en utilisant Riot, parce que la plupart du temps, les nœuds vont passer leur temps à dormir, et que ça va être basé. On va utiliser des interruptions en fait pour faire du temps réel. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus, mais que dans les OS plus anciens, on a moins l'habitude de voir, d'après ce que j'ai vu en tout cas. Vu que c'est un système d'exploitation open source. Ah non, ça c'est pour un autre slide, désolé. Mais du coup, voilà, vu que c'est un système d'exploitation pour les systèmes embarqués, il y a une API en fait qui est plus ou moins commune pour tous les types de drivers qui sont plus ou moins similaires. Donc c'est par exemple, tous les drivers pour des radios vont avoir une API qui est plus ou moins similaire, basée sur des standards qui sont très souvent utilisés par l'industrie.
Et un aussi des avantages, c'est que peu importe notre système embarqué qu'on va utiliser, que ce soit un STM32, un Arduino ou un ESP, en fait, ils vont tous utiliser le même système de build, de flash et le même système aussi pour se connecter à la console directement du système embarqué. C'est simplement si on écrit make flash term, on build notre projet, on le flash et on se connecte directement sur le terminal. Quand vous dites basse consommation, vous parlez de consommation de bande passante ou d'énergie électrique? Du coup, oui, je parle d'énergie électrique. Donc, en bref, du coup, Riot, c'est quoi? C'est toute la partie OS qui va un peu englober tout ce qui est driver. Il y a énormément de drivers qui sont disponibles sur Riot. Le support pour faire du multithreading sur notre système embarqué. Aussi tout ce qu'on attend aussi des mécanismes de concurrence et aussi pour envoyer des messages entre les différents threads. Il y a tout le volet IoT où on a le support pour beaucoup de protocoles comme j'avais expliqué LoRaWAN ou même d'autres protocoles basés sur IEEE 802.15.4, mais aussi Ethernet et aussi le Wi-Fi. Il y a tous les protocoles aussi qui vont être plus utilisés sur la couche applicative, donc CoAP ou MQTT, et des implémentations open source aussi de protocoles de routing comme RPL. Il y a aussi le volet compatibilité avec des frameworks qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc c'est possible de directement utiliser, de programmer de l'Arduino sur Riot, donc en utilisant on va dire la syntaxe Arduino, quoi, mais en profitant de toutes les librairies, de tous les drivers et de tous les mécanismes comme les threads et tous les mécanismes de multi-threading qui manquent en fait à Arduino. Il y a aussi du moyen de faire du MicroPython directement dessus, ou du Lua ou du JavaScript, donc c'est tous des trucs qu'on trouve un peu parfois dans des projets, mais bon, c'est bien pour bidouiller, mais il y a évidemment plus de consommation au niveau de la mémoire et au niveau du CPU de notre système embarqué. Il y a la compatibilité avec des librairies qui sont fort utilisées, comme pour pouvoir utiliser TensorFlow directement sur son microcontrôleur. Donc ça, c'est utilisé souvent pour, par exemple, Alexa. Je ne sais pas s'il utilise TensorFlow, mais c'est un use case similaire. Si pour pouvoir détecter quand vous dites le mot Alexa au micro, vous devez traîner un mini modèle qui va pouvoir détecter ce mot, et ça c'est souvent très utilisé. Il y a aussi le support de langage comme C++ ou C, suivant ce qu'on préfère utiliser. Et il y a tout ce qui gravite autour, comme la compatibilité avec des file systems FAT directement inclus dans le système de notation, plein d'exemples pour pouvoir développer rapidement, et le support d'une centaine de boards différentes. Ça va des ESP dont on a l'habitude d'utiliser au Hackerspace, mais aussi le STM32 ou les Atmega. Mais aussi, si vous voulez tester directement le programme depuis votre ordi Linux, vous pouvez faire tourner le programme en natif et pouvoir le débugger en natif, et ça, c'est parfois pratique aussi. Par rapport à la concurrence, on va dire globalement sur le milieu des systèmes d'exploitation IoT, de ce que je connais, hein, il y en a sûrement d'autres, il y a Zephyr et Armbladed. Armbladed un peu moins, mais surtout Zephyr du coup. Moi je trouve que Riot a une approche très from scratch, où il ne va pas y avoir de dépendance du constructeur. Ils vont écrire les drivers vraiment en modifiant les registres et en faisant l'assembleur qu'il faut où il faut. Là où Zephyr, en fait, parce que j'avais un peu regardé l'implémentation, par exemple, pour le STM32, ils vont télécharger tout le projet Armbladed
pour pouvoir s'interfacer au driver SPI, SQRC ou quoi du STM32. Et Armbedded lui-même, en fait, va télécharger le SDK de, STMicro pour pouvoir s'interfacer pour leur driver SPI et tout. Il y a une communauté qui est très accessible. Si vous allez sur la mailing list ou sur leur IRC, pas énormément de messages qui passent. Du coup, c'est simple de suivre, mais si vous posez une question, il y a directement quelqu'un qui va vous répondre parce qu'il y a des développeurs qui sont quand même payés pour le développer. Il y a énormément de drivers et vu que c'est un projet très communautaire, en fait, il y a beaucoup de drivers aussi pour tous les composants qu'on a l'habitude de trouver sur AliExpress qui coûtent pas cher. Et ça, c'est un gros plus, je trouve. Et il y a le support aussi de beaucoup de plateformes moins onéreuses. Il y a encore des CPU qui sont sur 8 ou 16 bits. Et je vois dans les questions aussi, Riot, c'est pareil que LoRa niveau consommation. Avec une pile, on tient des années. En fait, on parle pas exactement de la même chose entre LoRa et Riot. Riot, je voulais en parler parce que justement, il y a le support de LoRa. Et si vous voulez faire du LoRa, vous pouvez utiliser ce système d'exploitation. Mais en gros, ça dépend comment tu vas programmer ton système d'exploitation suivant combien de temps il va pouvoir tenir. Et Titou qui fait TPRL qui est derrière Riot. Pas vraiment, c'est juste un projet que j'aime bien et que j'ai envie d'un peu montrer justement par ce Smart Monday et que je trouve très facile d'utilisation, donc très chouette à utiliser. Et dont j'utilise souvent, je me réfère souvent au code pour certains drivers ou des choses comme ça. Au niveau du hardware, en fait, du coup, ils vont vraiment favoriser le support pour du hardware, on va dire un peu shady, hein, qu'on va trouver sur AliExpress. Soit on a des choses comme ça qui coûtent une dizaine d'euros, dont il n'y a pas beaucoup de documentation souvent, mais vous avez une. Ah, ok, oui, sorry, Titou qui dit non, je voulais dire, c'est qui est derrière le projet? C'est surtout une unif, des unifs allemandes, donc c'est l'unif de Berlin et tout, mais il y a aussi quelques acteurs industriels. Mais oui, contrairement à Zephyr ou quoi, c'est pas la Linux Foundation qui est derrière à 100%. Du coup, il y a une autre ligne un peu que Zephyr, si tu veux comparer à ça. Mais du coup, ouais, je sais pas si je réponds à ta question. C'est ça qui est bien aussi en fait avec Riot, c'est qu'il y a un aspect très recherche où il y a des trucs un peu nouveaux qui vont sortir là-dessus. Les gens vont beaucoup l'utiliser pour faire de la simulation et des choses comme ça, contrairement à Zephyr ou quoi. Voilà, super. Du coup, oui, vous avez des ESP32 directement qui ont des puces LoRa directement intégrées que vous pouvez acheter pour une quinzaine d'euros ou qui parfois ont même des petits écrans dessus et ça coûte vraiment rien. Mais il y a aussi le support directement pour des développements de board comme des Nucleo avec une shield LoRa au-dessus et ça fonctionne directement. Il y a besoin de rien modifier dans le système d'exploitation. Juste un make flash et c'est bon, ça fonctionne, quoi. L'utilisation, si vous clonez le projet en fait sur GitHub, vous allez dans le dossier board et vous pouvez voir exactement toutes les boards qui sont disponibles. Là, j'en ai mis quelques-unes qu'on voit parfois à Workspace, que ce soit des Arduino Uno, des Bluepill ou des ESP32. Mais du coup, même aussi les Nucleo et les boards Discovery de STM32. Et si vous voulez du coup compiler un exemple, c'est comme je disais, tout simple. Vous choisissez l'exemple que vous voulez. Il y a un exemple qui est LoRaWAN et vous pouvez le compiler et vous devez mettre en argument la board que vous voulez utiliser qui réfère au dossier que vous trouvez dans le dossier de board. Et si vous utilisez du coup, vous faites make term, vous accédez directement à la console et vous avez un shell qui tourne sur votre système d'exploitation. Vous pouvez directement voir quelle commande utiliser et comment envoyer des messages et interagir facilement à l'aide d'un shell, quoi. Du coup, voilà, j'ai décidé de pas aller plus en détail dans les démos de code parce que en fait, je me suis rendu compte que j'allais juste faire une
copier-coller des cours qu'ils ont déjà. Ils ont de la bonne documentation si vous voulez aller voir. Et je me suis dit que ça servait à rien, mais j'espère du coup vous avoir un peu éveillé votre intérêt pour le projet et que vous allez peut-être vouloir aller voir un peu comment ça fonctionne derrière. En conclusion, du coup, j'espère qu'avec ce tool, j'ai quand même réussi à vous intéresser un peu aux moyens de communication basse consommation. Vous a un peu offert les clés pour comprendre en fait comment fonctionnent tous les protocoles MAC, enfin tous, c'est un peu ambitieux, mais comment fonctionnent dans les grandes lignes les protocoles MAC pour les LP WAN de manière générale. Mais vous pouvez aussi peut-être plus facilement comprendre comment fonctionnent d'autres protocoles comme pour le Bluetooth ou des choses comme ça. J'espère aussi vous avoir donné envie du coup d'explorer les autres protocoles et vous avoir donné envie de bidouiller avec Riot ou autre. Si vous avez des questions, vous pouvez m'en envoyer sur YourLab à Teperal ou par mail. Je vais mettre les slides sur GitHub si vous voulez pouvoir les reconnecter, les consulter. Et éventuellement, s'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés, du coup, pour avoir une présentation plus en détail sur Riot ou quoi, et comment l'utiliser avec Laura, on pourrait faire ça un autre moment entre nous sur Discord ou n'importe quoi, où on ferait quelque chose qui est plus similaire à un workshop, où je monte mon écran et je vais étape par étape en fait sur comment compiler tout ça, comment le mettre sur une board et comment l'utiliser quoi. Donc voilà, question time I guess. Titou, donc en gros si tu veux un device LoRa, tu dois soit subscribe chez quelqu'un qui a un réseau, soit déployer des gateways toi-même. Oui c'est ça, ou alors utiliser du coup des réseaux crowdfundés comme The Sphinx Network, ou tu peux utiliser des gateways de quelqu'un d'autre. Mais voilà, moi en gros, j'utilise pas LoRa, on va dire, de manière conventionnelle, j'utilise pas LoRa en utilisant LoRaWAN, mais je vais du coup utiliser développer je ne vais pas vraiment développer des protocoles MAC, mais je vais adapter LoRa à d'autres protocoles MAC qui existent déjà, quoi. Et du coup, je ne dois pas passer par les structures qui sont obligatoires avec LoRaWAN, où on a des gateways qui doivent écouter sur tous les channels en même temps, tous les spreading factors en même temps, et avoir une gateway comme ça, c'est souvent onéreux. Il y a aussi l'option où tu peux deploy ta gateway en utilisant un bet device qui va juste écouter sur un simple spreading factor. Du coup, le souci, c'est que tu ne pourras pas non plus la mettre à disposition de tout le monde parce que c'est trop limitant et tu vas plus congestionner le réseau qu'autre chose. Mais voilà, c'est aussi une option si tu veux pouvoir déployer le truc chez toi, quoi. Et du coup, ta deuxième question, c'est et si tu prends un abonnement chez un réseau LoRa, comment il s'assure que tu ne dépasses pas ton forfait? C'est juste qu'eux, du coup, ils reçoivent tous les messages que tu vas envoyer parce que tu as un ID bien spécifique par device. Et au bout je sais pas, je crois que souvent les abonnements, c'est genre une dizaine de messages max par jour. Au bout de 10 messages, je crois qu'ils vont plus te les relayer, quoi. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je crois qu'il y a Thibaut qui veut te poser une question. En vocal? Peut-être, ouais. Je viens de lui demander et il m'a dit que non, c'était bon, il avait pas de questions pour finir. Parfait, parfait. Allez-y. Oui, voilà, comme tu dis, Yoko. Sinon, avec 2 modules, il y a moyen de les faire communiquer sans gateway, avec juste LoRa, sans LoRaWAN. C'est ça, oui. Mais du coup, tu n'auras pas tous
c'est garanti au niveau de la réception des messages, aussi si jamais il y a beaucoup de modules qui doivent communiquer, ça va devenir vite congestionné, tout ça. Et c'est pour ça qu'en fait, souvent, tu as des protocoles MAC qui s'occupent pour toi de gérer tout ça de manière plus simple. De mon côté, j'ai pas de questions. Attends, il y avait... ouais, Ionard t'avait dit le mesh de gateway pointe doucement son nez plus tôt dans la présentation. J'avais pas répondu parce que du coup c'était un peu hors sujet pour le coup, mais oui, en fait il y a il y a eu beaucoup de recherches sur comment du coup utiliser certains nœuds, enfin certains devices LoRa pour relayer les messages et des choses comme ça. Et ouais, tout doucement ça se fait, ça s'est occupé de se faire, on va dire. J'ai oublié le mot, mais c'est pas grave. Mais du coup, Semtech va un peu implémenter ça pour que ce soit disponible pour toute la communauté. Et aussi, j'ai vu récemment, il y a aussi l'IETF, donc le Internet Engineering Task Force, qui a occupé de drafter un document pour pouvoir avoir une méthode qui permet de communiquer avec des adresses IPv6 qui est la même pour tous la famille LPWAN. Donc, potentiellement, dans le futur, ça sera possible de pouvoir directement query des end devices directement à l'aide d'une IP de manière totalement simple et de manière transparente, quoi. J'avais le nom. Alors, c'était... le nom du draft. Le nom... C'est SCHC, si tu veux aller voir. Donc, ça, c'est pour un futur un peu plus lointain, quoi. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Sinon, on passera à la présentation de Tito. Pourquoi sinon ils peuvent te contacter toujours par mail ou par l'IRC d'Urlab. Ouais. Ou même, parler directement sur le channel Lab. Comme ça, je vois s'il y a des gens qui sont intéressés, plus en discuter plus en détail de l'implémentation. Et ça fera toujours un peu plus de trafic sur l'IRC, ce sera chouette. Bah oui. Du coup, merci beaucoup pour le talk. Pas de soucis, c'était avec plaisir. C'était très intéressant. C'est gentil, merci. Alors pour moi c'était intéressant, je sais pas pour les autres, mais... Ouais, bah c'est déjà ça, ça fait déjà. Du coup, on fait 2-3 minutes de pause et on continuera avec le prochain talk de Titou. Si vous voulez, j'en profite pour faire une annonce. Si vous voulez, je vends de la Zinebir au profit d'une association caritative. Donc, si vous voulez acheter de la Zinebir, contactez-moi et je vous livrerai. Voilà.